Madame, Monsieur, bonsoir, bonsoir Théo. Bonsoir Victorien, bonsoir à tous. Dans la grosse actualité de la semaine, nous allons revenir sur les résultats du premier tour des élections municipales sur la Côte d'Azur. À Nice et Menton, Éric Ciotti et Louis Sarkozy ont hérité de fortunes diverses. Nous ferons ensuite un large retour sur l'actualité locale, avec notamment l'affaire de la tête de cochon qui bat son plein à Nice. En France, décryptage du premier tour des municipales où certains partis ont brillé et où des alliances se sont formées. Dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a été condamné à de la prison ferme. À l'international, où en est-on au Moyen-Orient au 18e jour du conflit? À La Réunion, le python de la fournaise est sorti de son sommeil. Dans la page sport, Thomas Gourdéos reviendra sur le triomphe du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Retour également sur l'arrivée de Paris-Nice qui a souri aux Français et sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec la belle victoire du Paris Saint-Germain. On passe à la grosse actualité de la semaine et dimanche dernier s'est tenu le premier tour des élections municipales et dans le sud-ouest, l'extrême droite est arrivée en tête dans de nombreuses communes. Alors Nina, à quoi peut-on s'attendre pour le second tour ce dimanche 22 mars, notamment à Nice et à Menton? En effet, les résultats sont tombés dimanche soir. À Nice, Éric Ciotti, candidat UDR-RN, domine largement le premier tour avec 43,43% des suffrages exprimés. Derrière lui, le maire sortant Christian Estrosi, candidat du parti Horizon, qui a obtenu 30,92% des voix. Plus loin, la candidate Juliette Chenel-Leroux, représentante de l'Union de la gauche, a recueilli 11,93% des voix. Elle parvient tout de même à se qualifier pour le second tour, puisque, je le rappelle, il fallait atteindre au moins 10% des suffrages pour pouvoir se maintenir. Du côté de Mireille Damiano, candidate de la France Insoumise, la qualification n'a pas été possible en raison d'un score insuffisant de 8,95%. Les autres candidats, Céline Forgenel pour Nice Démocratie Directe, Cédric Vella pour Reconquête et Estelle Jacquet pour Lutte ouvrière, sont tous restés sous la barre des 3%. Dans ce contexte, le second tour se jouera donc sous la forme d'une triangulaire. Mais en quoi consiste cette triangulaire et à qui peut-elle profiter, Nina ? Pour le second tour, 3 candidats restent donc en lice, Christian Estrosi, Éric Ciotti et Juliette Chenel-Leroux. Une fusion de listes aurait été possible entre les listes de gauche. Mireille Damiano aurait pu rejoindre la liste de Juliette Chenel-Leroux, mais l'écologiste a refusé cet accord. Résultat, ce sont bien les 3 candidats que j'ai cités qui seront présents au second tour. Et pour l'instant, la dynamique est clairement du côté d'Éric Ciotti, largement en tête. Pour espérer l'emporter, Christian Estrosi et Juliette Chenel-Leroux devront donc aller chercher de nouvelles voix, notamment du côté des abstentionnistes. Mais la tâche s'annonce particulièrement compliquée pour le maire sortant. Son principal rival le devance de plus de 13 points, un écart très important, et surtout une liste de gauche, celle des écologistes, qui est toujours présente face à lui. Il paraît donc peu probable que les électeurs de la France Insoumise se reportent sur Christian Estrosi. Beaucoup pourraient soit s'abstenir, soit voter pour Juliette Chenel-Leroux, seule candidate encore positionnée à gauche. Dans ce contexte, les réserves de voix du maire sortant semblent très limitées. Autrement dit, le second tour s'annonce particulièrement délicat pour Christian Estrosi. Et cette grande question, pourquoi Juliette Chenel-Leroux refuse-t-elle une alliance avec le maire ? Le maire sortant a pourtant tenté de rassembler la gauche autour d'un front républicain pour faire barrage à l'extrême droite. Dès lundi matin, Christian Estrosi s'est mobilisé sur le terrain pour convaincre électeurs et responsables politiques. Mais en face, refus catégorique. Juliette Chenel-Leroux rejette toute alliance et même l'idée de se retirer. Pour elle, aucune différence entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, alors pas question de trouver un terrain d'entente. Elle est même allée plus loin. Lors d'une prise de parole en direct, elle a appelé le maire sortant à se retirer de la vie politique. En parallèle, Sébastien Lecornu, Premier ministre, a contacté Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, pour lui demander d'intervenir et de pousser Juliette Chenel-Leroux à se retirer afin de favoriser Christian Estrosi. Mais la réponse a été immédiate. La candidate a maintenu sa position en déposant sa liste à la préfecture dans la foulée. De son côté, le chef de l'État a invité ce matin à faire barrage aux extrêmes qui, selon lui, menacent la République. Dans le même temps, Bruno Retailleau, président du Parti des Républicains, a refusé d'apporter son soutien à Christian Estrosi en précisant qu'un accord national était prévu avec le parti Horizon comprenant Nice, mais il a qualifié la campagne niçoise de délétère. Sur cette fin de campagne, des tensions continuent d'éclater. Nina, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Les municipales niçoises ne cessent d'être marquées par une succession de polémiques. Marine Tondelier a pris la parole pour expliquer que Nice n'était pas un bon exemple pour appliquer un front républicain, notamment en raison du poids très important de l'extrême droite dans la ville, des propos qui ont fait réagir Christian Estrosi. Plus tard sur RTL, elle a affirmé que le maire niçois a été mis en examen sur 6 affaires, ce à quoi Christian Estrosi a répondu en annonçant le dépôt d'une plainte. Autre tension, dimanche soir, lors de la soirée électorale sur France Télévisions, la journaliste Nathalie Saint-Cric a été entendue, micro ouvert, en qualifiant Éric Ciotti de Benito, en référence à Benito Mussolini. Suite à cet incident, France Télévisions l'a suspendu pour 1 semaine. Christian Estrosi a d'ailleurs soutenu ses propos, déclarant « Cette suspension est honteuse, elle a parlé vrai ». Enfin, dernier épisode en date, Éric Ciotti a refusé de participer à un débat organisé entre les 2 tours par les médias locaux.
Le maire sortant n'a pas manqué de réagir, qualifiant Ciotti de petit lieutenant de Marine Le Pen. En résumé, cette campagne continue de faire parler d'elle jusqu'au niveau national. Et du côté de Menton, quels ont été les résultats ? Eh bien, à Menton, l'extrême droite est également arrivée en tête. Alexandra Masson, candidate RN-UDR, a obtenu 36,25% des voix. Elle est suivie par Sandra Peire avec 19,74%, puis Louis Sarkozy avec 18,01% et enfin Florent Champion avec 15,09%. Au total, 4 listes étaient qualifiées pour le second tour, mais lundi, une fusion s'est créée entre la liste de Sandra Peire et de Louis Sarkozy pour faire barrage à l'extrême droite. Sandra Peire est la tête de liste de cette alliance et Louis Sarkozy son premier adjoint. Florent Champion, lui, maintient sa liste. Il y aura donc 3 listes au second tour ce dimanche à Menton. La fin de campagne promet donc d'être encore mouvementée dans le sud-est. Rendez-vous dimanche pour connaître les résultats définitifs de ce second tour. Merci beaucoup Nina. On ouvre maintenant la page locale avec vous Théo Guittoni. Oui, et on commence sans surprise par les municipales à Nice. Chaque jour, un candidat nous réserve quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, c'est au tour du maire sortant. Christian Estrosi a été filmé en train de danser sous la coulée verte. La vidéo publiée hier a été largement relayée. Elle cumule près d'1 demi-million de vues. Cette séquence intervient en pleine campagne face à son rival, Éric Ciotti. L'impact médiatique est fort, mais son effet sur le vote reste incertain. Le second tour est prévu ce dimanche. Et à noter également que Laura Denucci Estrosi a été entendue ce lundi dans l'affaire de la tête de cochon retrouvée devant leur domicile il y a quelques semaines. Et la campagne inspire aussi les artistes, Théo. Oui, le rappeur niçois Chaotique 747 a sorti un titre sur les élections municipales. Le morceau s'appelle Scro Gneu Gneu. Il décrit une campagne tendue qu'il compare à une série Netflix. Tous les candidats sont critiqués, sauf Éric Ciotti. Le rap évoque aussi les tensions, les sondages et certaines polémiques de la campagne. On reste sur les municipales et on fait un tour des résultats dans le département. Oui, dans les autres communes des Alpes-Maritimes, plusieurs maires sont élus dès le premier tour. À Cannes, David Lisnard est largement réélu avec 85% des voix. À Antibes, Jean Leonetti l'emporte avec 58,16% devant le candidat RN Hugo Barelli à 23,28%. À Grasse, Jérôme Viau, Union de la droite, est réélu avec 64,81% devant Jean-Paul Camerano, RN à 18,36%. Et à Beausoleil, le père Gérard Spinelli, Union de la droite, est reconduit avec 54,04% des voix. Tout autre chose à présent, on a appris ce matin qu'un refus d'obtempérer avait eu lieu à Nice. Oui, un homme a été interpellé après un refus d'obtempérer ce lundi 16 mars dans le quartier des Moulins vers 19h. Il a tenté de fuir à un contrôle de police en scooter. Il a percuté un véhicule en stationnement avant d'être arrêté. Lors de son interpellation, il s'est rebellé. L'homme était porteur d'une petite capsule de cocaïne. Il a été testé positif aux stupéfiants. Un policier a été légèrement blessé. L'individu a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours. Enfin, une opération de police à Antibes. Oui, 4 hommes ont été interpellés le 9 mars dernier. Ils sont soupçonnés de préparer des vols en main armée dans les villas de la Côte d'Azur. Les suspects âgés de 31 à 46 ans pourraient être impliqués dans un vol d'1 million d'euros dans un hôtel de luxe à Megève. Lors des perquisitions, plus de 16 000 euros en liquide et des objets de luxe ont été saisis. Un suspect avait aussi des cagoules, des téléphones et des trackers. Les 4 hommes ont été mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils ont été placés en détention provisoire. On passe maintenant à la page nationale avec vous, Victorien. Oui, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui sur le site naval de Nantes-Indre, sur lequel a débuté la construction du porte-avions de nouvelle génération. Le chef de l'État doit dévoiler aujourd'hui le futur nom du navire. 2 rassemblements sont prévus en fin de journée à l'appel de la CGT contre ce projet. Lundi au Havre, un homme de 47 ans s'est aspergé d'essence et a mis le feu devant son ex-compagne et leur fille de 16 ans après avoir forcé l'entrée de leur domicile. Il était pourtant sous interdiction judiciaire de contact pour violence. Son pronostic vital est engagé. On revient sur les municipales et le second tour aura lieu ce dimanche et il s'annonce particulièrement scruté par les bureaux nationaux politiques parce que derrière les résultats du premier tour, une autre bataille est déjà en cours. Léa Canet, vous faites le point sur les alliances et les stratégies qui pourraient faire basculer ces municipales. Les listes pour le second tour des municipales ont désormais été déposées et si le premier tour a donné une impression de stabilité avec une participation en baisse, une prime au sortant et aucune vague nationale claire, la réalité est en fait beaucoup plus mouvante car le scrutin entre désormais dans sa phase la plus politique, celle des alliances, des rapports de force et des arbitrages stratégiques.
D'abord, ce que disent les résultats. Les maires en place résistent plutôt bien, ce qui confirme l'importance de l'ancrage local. Mais derrière cette stabilité apparente, deux dynamiques structurantes émergent clairement. La progression de la France insoumise et celle du Rassemblement national. Dans plusieurs grandes villes, LFI s'impose comme une force centrale à gauche, capable de concurrencer directement le Parti socialiste, voire de le dépasser. Le RN, lui, consolide ses positions et s'installe durablement dans certains territoires avec des scores élevés et des duels de plus en plus fréquents face aux autres blocs. Mais ces deux dynamiques ne produisent pas les mêmes effets politiques. La France insoumise est dans une logique d'influence. Elle ne gagne pas forcément partout, mais elle devient indispensable dans les négociations. Elle pousse à des fusions larges pour exister au sein des exécutifs locaux et peser sur les majorités. À l'inverse, le Rassemblement national est davantage dans une logique d'autonomie. Lorsqu'il est en position de force, il choisit de se maintenir, misant sur la division de ses adversaires pour l'emporter. Et c'est précisément ce qui active les règles du jeu du second tour. Dans les villes de plus de 1000 habitants, une liste doit dépasser 10% pour se maintenir. Entre 5 et 10%, elle peut fusionner. Résultat, entre les deux tours, les candidats ne font pas seulement campagne, ils négocient des coalitions. Et ces négociations traduisent des choix politiques très clairs, s'allier, se retirer ou rester seul pour tenter de gagner. À Paris, par exemple, la droite a fait le choix de l'union. Rachida Dati fusionne avec la liste centriste de Pierre-Yves Bournazel en intégrant des figures issues du centre et de la majorité présidentielle. L'objectif est clair, élargir son socle électoral pour combler un retard de plus de 12 points sur Emmanuel Grégoire. Mais en face, la gauche reste divisée. Sophia Chikirou, la candidate de la France insoumise, se maintient. Résultat, une triangulaire qui fragilise la gauche et laisse une ouverture stratégique à la droite, malgré son retard initial. À Lyon, on observe une stratégie inverse. Le maire écologiste sortant choisit l'union avec la France insoumise dans une logique de rassemblement pour sécuriser le second tour. Cette alliance permet de consolider un bloc de gauche face à une droite très forte menée par Jean-Michel Aulas, mais elle comporte aussi un risque politique, celui de repousser une partie de l'électorat modéré et donc de rendre le résultat plus incertain. À Marseille, enfin, c'est un troisième scénario. Sébastien Delogu, le candidat LFI, arrivé 4e, décide de se retirer pour éviter une victoire du Rassemblement national. On est ici dans une logique de fusion, mais dans un désistement stratégique. Et dans une ville où le RN est en position de l'emporter, ce type de décision peut être déterminant. Au fond, ces trois configurations illustrent des dynamiques nationales très différentes. La gauche oscille entre division et rassemblement selon les territoires. La droite cherche à s'unifier pour rester compétitive et le Rassemblement national tente de tirer profit de ces divisions pour transformer ses scores du premier tour en victoire. Car dimanche, les électeurs ne voteront pas seulement pour un programme ou une personnalité, ils voteront dans un paysage recomposé où les stratégies d'alliance, les retraits et les rapports de force issus du premier tour pèseront autant que les projets eux-mêmes. Et c'est bien cela qui fait de ce second tour un moment décisif, non seulement pour les villes, mais aussi pour l'équilibre politique national. Merci beaucoup Léa. Et on continue sur le sujet des municipales ce matin. Lors du Conseil des ministres, le président de la République, Emmanuel Macron, sort de son silence sur ces élections. Il estime que les extrêmes restent dangereux pour la République. À présent, une enquête pour fraude électorale en Moselle. Oui, une information judiciaire est ouverte à Clouange. Une trentaine de fausses procurations ont été découvertes. Plusieurs identités ont été usurpées, dont celle d'une ancienne secrétaire de mairie, aujourd'hui alitée. Les procurations ont été validées au commissariat de Brie. L'IJPN est saisie. Une personne a été entendue. La mairie a porté plainte. 3 listes restent en lice pour le second tour. Enfin, un drame après les élections. Oui, le maire de Vieudos, Absence de Bas, a été retrouvé mort. Lundi matin, Christian Bersailly était porté disparu depuis dimanche soir. Âgé de 62 ans, il venait d'être battu au premier tour avec 44,5% des voix. Son corps a été retrouvé dans une zone boisée près de son véhicule avec une blessure par balle. Le parquet de Pau privilégie la piste du suicide. Une enquête est en cours. Merci Théo. Nouveau tournant maintenant dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy renonce à faire appel de son jugement. Mais au fond, qu'est-ce que cela implique vraiment, Chloé Robin ? Victorien, cela signifie concrètement que Nicolas Sarkozy va devoir exécuter sa peine sans pouvoir la fusionner avec une autre affaire. L'ancien président de la République doit donc purger 6 mois de prison aménageable, soit en portant un bracelet électronique, en bénéficiant d'une semi-liberté ou éventuellement en établissement pénitentiaire. Il avait en effet demandé une confusion des peines, c'est-à-dire de regrouper cette condamnation avec celle prononcée dans l'affaire des écoutes. Mais cette demande a été rejetée par le tribunal le 9 mars. Nicolas Sarkozy avait la possibilité de refaire appel. Il a finalement choisi d'y renoncer. Résultat, il devra bien exécuter cette peine séparément, ce qui implique théoriquement un nouveau passage par la case prison. Alors, pour bien comprendre, revenons sur l'affaire Big Malion. Quels sont les faits ? Il s'agit d'un scandale lié à la campagne présidentielle de 2012 de l'ex-président Nicolas Sarkozy.
À l'époque, la loi impose un plafond strict de dépenses pour garantir l'égalité entre les candidats. Or, sa campagne l'a largement franchi. Pour camoufler ce dépassement, un système de fausses factures a été mis en place. Une partie des dépenses de campagne a été artificiellement transférée vers son parti politique, l'UMP, ce qui permettait de cacher plusieurs millions d'euros de dépenses réelles. Après des années de procédure, la justice a définitivement reconnu en 2025 que Nicolas Sarkozy avait financé illégalement sa campagne. Il avait donc écopé d'une peine d'1 an de prison, dont une partie ferme, mais aménageable. Plusieurs de ses proches et des responsables de campagne ont également été condamnés. Cette affaire reste aujourd'hui un symbole des dérives possibles du financement politique en France et elle a marqué durablement l'opinion publique sur la question de la transparence en politique. Il n'est pas à exclure la possibilité de grâce présidentielle par le président de la République Emmanuel Macron. À noter enfin que Nicolas Sarkozy a déjà effectué un premier passage en détention d'environ deux mois, durant laquelle il en a profité pour écrire un livre, Le journal d'un prisonnier. Reste à savoir s'il en sortira un deuxième numéro. Merci beaucoup Chloé. Place désormais à la page internationale avec vous, Victorien, et on commence avec le conflit au Moyen-Orient qui continue de sévir. Oui, Israël et les États-Unis ont frappé mardi des hauts responsables iraniens à Téhéran, tuant notamment Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. En représailles, l'Iran a lancé ce mercredi une salve de missiles à ogives multiples sur le centre d'Israël, faisant 2 morts. L'armée israélienne a simultanément multiplié les frappes sur Beyrouth et le sud du Liban, faisant au moins 6 morts. Plus d'1 million de Libanais ont été déplacés depuis le début du conflit. À Bagdad, l'ambassade américaine a de nouveau été touchée par un drone ce mercredi matin. Des explosions ont également retenti à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Quelle est la situation dans le détroit d'Ormuz ? Et le détroit d'Ormuz reste quasi paralysé, avec 20 000 marins bloqués sur 3 200 navires. Le pétrole frôle les $100 le baril. L'OTAN et la plupart des alliés américains ont refusé de s'impliquer pour ouvrir le détroit. La France a été catégorique, elle ne participera à aucune opération militaire dans le détroit d'Ormuz. Des frappes ont eu lieu en Afghanistan. Oui, le Pakistan a frappé hier soir un centre de traitement pour toxicomanes à Kaboul, faisant des centaines de morts. Les autorités talibanes évoquent jusqu'à 400 tués et 250 blessés parmi les 3000 patients traités sur place. Islamabad affirme avoir visé des installations militaires terroristes et nie tout dommage collatéral. Les talibans dénoncent une violation de l'espace aérien afghan et un acte inhumain. Les deux pays sont en conflit depuis des mois, le Pakistan accusant l'Afghanistan d'abriter des combattants talibans pakistanais responsables d'attaques meurtrières sur son sol. En Amérique centrale, Cuba est sous pression. Le réseau électrique cubain est tombé en panne lundi et il a été rétabli ce mardi après plus de 24 heures de blackout au général. C'est le 6e en 1 an et demi. La crise survient alors que Washington intensifie sa pression sur la Havane. Marco Rubio a jugé insuffisantes les récentes ouvertures économiques du régime et Donald Trump a promis d'agir très bientôt concernant Cuba. Le président Díaz-Canel a répondu en promettant une résistance indestructible. À présent, des tensions entre Équateur et Colombie. Oui, le président équatorien Daniel Noboa a démenti hier les accusations de son homologue colombien Gustavo Petro, qui affirme qu'une bombe équatorienne est tombée sur son territoire près de la frontière commune. Les deux pays sont en froid depuis plusieurs semaines sur fond de désaccords entre lutte anti-drogue et guerre commerciale. Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour comme président du Congo-Brazzaville, avec plus de 94% des voix face à une opposition qui avait boycotté le scrutin. À 82 ans, il cumule désormais plus de 40 ans au pouvoir et reste en place jusqu'en 2031. Le scrutin s'est tenu dans un climat de verrouillage total, Internet coupé, circulation interdite, forte présence militaire dans les rues. Le taux de participation officiel de 84% contraste avec la faible affluence constatée sur le terrain par les journalistes. Merci beaucoup Victorien. À La Réunion, le piton de la Fournaise est une nouvelle fois entré en éruption. Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, la lave a atteint l'océan Indien, un spectacle rare que l'île n'avait plus connu depuis plus de 20 ans, Maria. Le piton de la Fournaise est de nouveau entré en éruption, marquant un nouvel épisode d'activité pour l'un des volcans les plus actifs au monde. Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, la lave issue de l'éruption en cours a plongé dans l'océan Indien, offrant un spectacle spectaculaire aux habitants de La Réunion. Un phénomène qui ne s'était plus produit depuis 2007.
Un spectacle impressionnant, mais qui s'inscrit dans une activité volcanique plus large, Maria. Eh bien oui, car cette éruption n'est pas un événement isolé. Le volcan resté en sommeil depuis août 2023 s'était déjà réveillé une première fois entre les 18 et 20 janvier 2026, puis à nouveau le vendredi 13 février, déclenchant une alerte 2.1. Dans la foulée, l'accès à l'enclos Fouquet, la caldeira la plus récente, a été immédiatement interdite au public. Selon l'Observatoire volcanologique, l'activité sismique et l'inflation de l'édifice se poursuivent depuis plusieurs semaines. Des signaux clairs, ils traduisent une mise en pression du système magmatique superficiel. Et sur les 10 dernières années, ce type de phénomène s'est déjà produit une vingtaine de fois. Et concrètement, quelles ont été les conséquences de cette éruption sur le terrain ? Eh bien, parmi les faits marquants, 3 coulées de lave distinctes ont traversé la route nationale RN2, coupant un axe majeur entre l'est et le sud de l'île, avant de se jeter dans la mer. Une situation qui illustre à la fois la puissance et l'impact direct du volcan sur le territoire. Et puis, face à ces images spectaculaires, certains habitants ont choisi de s'en approcher, parfois de très près. Plusieurs Réunionnais se sont filmés en train de cuisiner directement sur la lave, au menu saucisses, œufs au plat ou encore chamallow, des scènes largement relayées sur les réseaux sociaux, rendues possibles par des températures pouvant atteindre jusqu'à 1200 degrés. Mais derrière l'aspect insolite, les autorités rappellent fermement les dangers. Et quels sont précisément les risques ? Eh bien, ils sont multiples. Les zones proches des coulées restent strictement interdites d'accès, en cause notamment les émissions de dioxyde de soufre, un gaz irritant pour les voies respiratoires, mais aussi des particules en suspension capables de se disperser sur de longues distances. Entre fascination et imprudence, cet épisode rappelle une nouvelle fois la puissance du piton de la fournaise et les risques bien réels qui l'accompagnent. Merci beaucoup, Maria. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité dans le monde. Il est l'heure de passer à la page sport présentée par Thomas Gourdéos. Cyclisme, la course de Paris-Nice s'est achevée dimanche. Que s'est-il passé et est-ce que les Français ont réussi à briller, Thomas ? Alors les coureurs sont partis dimanche 8 mars de Paris et sont arrivés dimanche dernier à Nice. C'est Jonas Vingegaard qui a remporté le classement général haut la main. Le Danois n'a laissé aucune chance à ses principaux rivaux. Il est parvenu à gagner 2 victoires d'étape et a manqué de peu de remporter la dernière étape à Nice. Il a terminé ce Paris-Nice avec plus de 4 minutes d'avance sur Daniel Felipe Martinez, deuxième, et plus de 6 minutes d'avance sur Steinhauser qui complète le podium et remporte le maillot blanc de meilleur jeune. Le Français Kevin Vauquelin échoue malheureusement au pied du podium à seulement 14 secondes de l'Allemand et Lenny Martinez, vainqueur de la dernière étape, complète ce top 5. Le jeune Français de 22 ans a réalisé une étape exceptionnelle. Il était le seul à pouvoir réaliser en montée avec le Danois, double vainqueur du Tour de France. Les deux Français Ginios Grenadier, Kevin Vauquelin et Dorian Godon se sont illustrés en remportant l'étape du contre-la-montre par équipe. Dorian Godon a également brillé en sprint en s'imposant lors de la 7e étape. A noter que 4 Français terminent la course dans le top 10 au classement général. Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, Mathis Rondel et Alex Baudin. En tennis maintenant, le Master 1000 d'Indian Wells a livré quelques surprises avec notamment l'élimination prématurée du numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, s'est incliné en 2-7 en demi-finale face à Daniil Medvedev. Un véritable exploit réalisé par le joueur russe de 30 ans. Medvedev est en forme en ce début de saison. Il pratique un tennis exceptionnel et a réussi à battre l'Espagnol qui ne s'était plus incliné depuis novembre 2025. En finale, il a malheureusement perdu face au solide italien Yannick Sinner. Les deux hommes se sont livrés un combat acharné, mais Sinner a su être décisif dans les moments les plus importants. C'est ce qui a fait la différence en finale. A noter également que Arthur Fils a réalisé un beau parcours. Le Français s'est hissé jusqu'en quart de finale, mais s'est lourdement incliné face à Alexander Zverev. Le vainqueur sortant du tournoi Jack Draper a malgré tout fait un beau parcours en sortant le numéro 3 mondial Novak Djokovic. En rugby, la France a gagné le tournoi du 6 Nations à la dernière seconde. Résumez-nous les 2 dernières journées qui ont été folles en rebondissement. Lors de l'avant-dernière journée, la France se déplaçait en Écosse et pouvait remporter le tournoi en cas de victoire, mais les Français ont concédé une lourde défaite 50-40. À ce moment-là, rien n'était joué, la France pouvait toujours remporter les 6 Nations si les Français battaient les Anglais, mais l'Écosse et l'Irlande étaient en embuscade en cas de faux pas. Justement, lors de la dernière journée, l'Irlande recevait l'Écosse et a réussi à délivrer un très bon match pour s'imposer assez facilement 43-21. À 21h, les Irlandais étaient donc premiers du classement et attendaient une défaite ou un match nul du 15 de France pour célébrer la victoire finale. Les Français ont bien commencé le match en menant 14-5 dès les 15 premières minutes de jeu. L'Angleterre, de son côté, n'a rien lâché et a inscrit 3 essais supplémentaires avant la mi-temps, leur permettant de mener 24-27 à la pause.
Les Français ont alors été poussés dans leur retranchement et ont inscrit 2 essais en 10 minutes. Mais les Anglais sont encore revenus au score et ont même réussi à passer devant à 2 minutes de la fin du match. À la toute fin du match, alors que le temps réglementaire était terminé, les Français ont obtenu une pénalité, finalement transformée par Thomas Ramos. Alors que les Français marchaient sur leurs adversaires lors des 3 premiers matchs, ils se sont fait extrêmement peur lors des 2 derniers matchs et ont réussi à aller chercher ce trophée, le 2e d'affilée pour le 15 de France. En football, hier et ce soir se déroulent les 8e de finale de la Ligue des Champions. Quels ont été les résultats et quel est le programme de ce soir ? Hier soir, les Parisiens se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Chelsea. Le PSG a clairement marché sur le club anglais lors de la confrontation aller-retour. Arsenal, après avoir concédé le match nul au match aller, les Gunners se sont facilement imposés 2-0 à domicile et rallient les quarts de finale. Le Sporting, qui s'était incliné 3-0 lors du match aller face à Bodo Glimt, est parvenu à refaire le retard de but sur les Norvégiens pour raccrocher les prolongations. Ils ont marqué 2 buts durant ces prolongations, ce qui leur ont permis de rejoindre Arsenal en quart de finale. De son côté, Manchester City s'est encore incliné à domicile face au Real Madrid et éliminé de la compétition. Une véritable désillusion pour le club anglais. Ce soir, Liverpool recevra Galatasaray. Les Turcs ont gagné le match aller 1-0 et tenteront d'accrocher cette équipe de Liverpool qui n'est pas dans sa meilleure forme. A noter que le vainqueur de ce match affrontera le Paris Saint-Germain lors des quarts de finale. Barcelone devra faire une meilleure prestation qu'au match aller pour se qualifier. Les Barcelonais avaient concédé le match nul contre Newcastle en Angleterre. Le Bayern Munich recevra l'Atalanta Bergame. Les Munichois s'étaient imposés 6-1 au match aller. Il sera donc très dur, voire impossible pour les Italiens de remonter ce score fleuve. Dernière affiche, Tottenham, entraîné par l'ancien entraîneur de l'OM Igor Tudor, doit remonter de 3 buts l'Atlético Madrid. Les Spurs auront fort à faire étant donné l'étendue du nombre de joueurs blessés. Merci beaucoup Thomas, on passe maintenant à la météo avec vous Théo. Oui, et on commence par demain, jeudi, avec une belle journée annoncée ensoleillée. Il fera jusqu'à 18 degrés à Menton, 17 à Nice, avec des minimales entre 9 et 12 degrés le matin. Vendredi, pas de changement, le soleil reste bien présent, toujours 18 degrés à Menton et 17 à Nice avec 9 degrés au soleil. Mais alors pour le week-end, le temps devient un peu moins stable. Samedi, des nuages avec quelques éclaircies le matin et jusqu'à 16 degrés. Enfin, dimanche, la pluie arrive par le Haut-Var et pourrait s'installer. Les températures restent autour de 16 degrés, mais la situation reste encore un peu incertaine. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans quelques instants, vous allez retrouver Club EDJ avec Enzo Puren et toute son équipe. Nous remercions Samy à la régie, mais également l'ensemble de nos chroniqueurs. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous.